Salut à tous. La locomotive était en mouvement. C'est le détail qui compte le plus. Pas l'explosion, pas l'incendie, pas les images diffusées par la direction principale du renseignement de l'Ukraine, montrant la frappe en temps réel depuis le drone qui a guidé le missile. Le détail qui change tout, c'est que le train était en mouvement lorsqu'il a été touché. L'unité des forces spéciales de la DIU ukrainienne qui opérait des drones au-dessus de la Crimée occupée en avril 2026 n'a pas attendu que la locomotive s'arrête dans une gare. Elle n'a pas attendu qu'elle soit stationnée sur une voie d'évitement. Elle ne l'a pas visée dans un dépôt ou un terminal de chargement où elle serait restée immobile en plein jour pendant que des ingénieurs russes déchargeaient du matériel militaire. Elle l'a frappée alors qu'elle roulait. 5 frappes de précision dans une seule opération, visant des locomotives qui transportaient du matériel militaire, du carburant et un wagon-citerne, le tout, alors que les trains étaient en mouvement sur le réseau ferroviaire, reliant la Crimée au territoire russe, des trains en mouvement, frappés en mouvement par des drones qui survolaient la Crimée occupée pour les trouver. Voilà à quoi ressemble l'impensable en 2026. Pas l'explosion spectaculaire unique, ni la grande déclaration stratégique. Le fait discret et méthodique que le renseignement militaire ukrainien chasse maintenant la logistique ferroviaire russe en Crimée occupée avec une précision capable de repérer une locomotive lancée à pleine vitesse sur une ligne ferroviaire et d'y envoyer un drone avant qu'elle atteigne la prochaine gare. Une conférence de presse façon Trump appellerait probablement cela rien d'inquiétant, juste avant de demander pourquoi le train n'a pas mieux négocié. Et il ne s'agit pas seulement de train, pas seulement de la Crimée, pas seulement d'une opération unique menée par une seule unité en une seule nuit. Dans la nuit du 6 avril, les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont mené une frappe contre 6 cibles couvrant simultanément la Crimée, le Donetsk occupé, la Zaporijjia occupée et le territoire russe. 2 bases de missiles balistiques Iskander en Crimée, dans les localités de Migiria et de Kurortne. Plusieurs systèmes de défense aérienne, le centre de guerre par drone Rubicon, des installations de stockage de pétrole sur la péninsule, un dépôt de munitions lié à la logistique de la flotte de la mer Noire. Et dans la même opération, la même nuit, la raffinerie de pétrole Rosneft à Tuapse, dans le kraï de Krasnodar en Russie, mettant le feu à 2 réservoirs de carburant. 6 cibles, une seule nuit, la Crimée, Donetsk, Zaporijjia et le territoire russe. Le tout coordonné par ce que le commandant des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote a décrit comme un nouveau centre de frappe en profondeur établi au sein des USF, un nœud dédié de commandement et de contrôle construit spécifiquement pour intégrer des frappes à travers plusieurs domaines et plusieurs théâtres géographiques en même temps. C'est le genre de coordination qui ne rentre pas facilement dans un slogan pro-Trump, probablement parce que le slogan arrive généralement avant les faits. La Crimée de la Russie, la péninsule que Poutine a annexée en 2014 comme un trophée stratégique, le pont terrestre reliant le flanc sud-ouest de la Russie à ses ambitions en mer Noire, la plateforme depuis laquelle des missiles Iskander ont été lancés contre des villes ukrainiennes, depuis laquelle la flotte de la mer Noire opérait autrefois, depuis laquelle la Russie croyait pouvoir dominer indéfiniment toute la région nord-ouest de la mer Noire, cette Crimée n'est plus une zone arrière sûre. C'est une cible et l'Ukraine ne peut pas s'empêcher de la frapper. Plus précisément, la Russie ne peut pas empêcher l'Ukraine de la frapper. L'histoire de ce qui se passe en Crimée en 2026 n'est pas un événement spectaculaire isolé, c'est une campagne soutenue, croissante et multidomaine qui se construit depuis les premiers jours de l'invasion à grande échelle et qui a atteint au printemps 2026 une densité et une sophistication auxquelles les forces d'occupation de la péninsule n'ont pas de réponse adéquate. Cette campagne commence par le pont de Kerch, parce que son état, au 13 mai 2026, est l'indicateur le plus visible du point où en est la campagne. Dans la nuit du 12 au 13 mai 2026, le jour où ce script était en cours de recherche, des drones ukrainiens ont de nouveau attaqué la Crimée et le pont de Kerch a été fermé. Pas endommagé comme il l'avait été par le camion piégé d'octobre 2022, ni par l'attaque de drone naval de juillet 2023 qui avait fait s'effondrer une travée routière. Fermé
inspectés, avec le trafic suspendu pendant que les autorités russes déterminaient si la dernière attaque avait causé des dommages structurels nécessitant une évaluation. Cette fermeture n'était pas la première de 2026. C'était pas la deuxième non plus. Le pont de Kerch a été fermé à plusieurs reprises cette année, alors que les opérations ukrainiennes de drones aériens et navals testaient chaque vulnérabilité de ces 19 km, ces filets anti-drones, ces barrières flottantes dans le détroit de Kerch et le réseau de défense aérienne que la Russie a empilé au-dessus de lui en couches censées rendre toute approche impossible. Dans le langage de l'optique trumpiste, des fermetures répétées seraient sans doute présentées comme la meilleure performance de pont que quiconque ait jamais vue. Le 3 juin 2025, des agents du SBU ont placé l'équivalent de 1100 kg de TNT sous les structures de soutien sous-marine du pont et les ont fait exploser à distance. C'était la première fois qu'un adversaire plaçait des explosifs directement sur les fondations physiques du pont. Les dommages structurels étaient réels, la fermeture était réelle, le pont a rouvert, mais l'opération a prouvé quelque chose que la Russie avait déclaré impossible en toute sécurité. Les services de renseignement ukrainiens pouvaient atteindre les fondations sous-marines du pont de Kerch, pouvaient les miner, pouvaient les faire exploser et pouvaient recommencer. Le porte-parole de la marine ukrainienne a déclaré ensuite que la partie clé et la plus complexe du pont avait été endommagée. Il n'a pas précisé ce qui vient ensuite. Il n'en avait pas besoin. La réponse sécuritaire russe à l'opération du SBU de juin 2025 a été immédiate et révélatrice. La Russie a déployé des pièges contre drones sous-marins autour des pylônes du pont. Elle a intensifié la couverture par patrouilleurs dans le détroit. Elle a ajouté des systèmes de défense aérienne supplémentaires, surveillant les approches. Chaque nouvelle couche défensive était l'aveu que la couche précédente avait été insuffisante. Et chaque nouvelle couche défensive que la Russie déployait autour du pont de Kerch était une ressource détournée d'un autre élément de l'architecture de défense de la Crimée. Et pendant que la Russie renforçait les défenses du pont après l'attaque de juin 2025, l'Ukraine frappait déjà tout le reste sur la péninsule. L'opération du 27 au 28 avril montre le rythme et l'ampleur de ce que l'Ukraine fait en Crimée et que la Russie ne parvient pas à arrêter. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2026, l'unité de frappe moyenne des forces d'opération spéciales ukrainiennes a frappé un site de stockage de systèmes de missiles opérationnels tactiques Iskander en Crimée occupé. Les Iskander, ces missiles balistiques que la Russie utilise pour tuer des civils ukrainiens, les armes qui ont frappé Soumy le dimanche des Rameaux 2026, tuant 34 personnes, dont 2 enfants. Les missiles qui ont tué des centaines d'Ukrainiens dans des attaques à perte massive contre des villes, des gares, des marchés, des hôpitaux. Leur site de stockage en Crimée occupé, que la Russie considérait comme une infrastructure sécurisée de zone arrière, a été frappé par des drones qui ont laissé l'installation visible en flammes dans une vidéo publiée par les SOF ukrainiennes le lendemain matin. Ce n'était pas le premier site de stockage d'Iskander que l'Ukraine frappait en Crimée en 2026. Le 17 février, des drones des SOF avaient frappé un site de stockage dans le village de Perevalne, avec de puissantes explosions enregistrées après l'impact. Le 6 avril, le balayage de 6 cibles comprenait simultanément 2 sites de déploiement d'Iskander à Migeria et Kurortne, et entre ces opérations plus vastes, de plus petites frappes menées par des drones de moyenne portée et des unités d'opération spéciales avaient continuellement sondé, cartographié et dégradé l'infrastructure militaire criméenne. Le commandant des forces d'opération spéciales ukrainiennes a confirmé explicitement ce schéma dans les informations entourant les opérations en Crimée. Les frappes ont été menées par des pilotes du 9 bataillon Kairos de la 414e brigade, séparés des systèmes sans pilote, les oiseaux de Magyar. Ce n'étaient pas des attaques improvisées ni des frappes opportunistes. C'était les opérations d'un bataillon nommé, avec des pilotes identifiés, menant une mission précise dans le cadre d'une structure de commandement qui coordonnait simultanément des frappes en Crimée dans plusieurs domaines. Et les sites Iskander en Crimée ne sont pas simplement des dépôts d'armes que la Russie pourrait utiliser un jour. Ce sont des positions avancées depuis lesquelles, selon les propres mots des SOF ukrainiennes, les systèmes Iskander pouvaient atteindre les lignes de front ou les villes ukrainiennes à l'arrière en quelques minutes.
détruire le stockage, détruire les véhicules de transport et de rechargement, perturber le cycle de préparation. Chaque frappe contre une installation Iskander en Crimée réduit la capacité de la Russie à mener les attaques de missiles balistiques de précision qui figurent parmi les instruments les plus meurtriers de la guerre contre les civils ukrainiens. C'est la partie qu'un argumentaire pro-Trump a tendance à flouter. Les missiles ne sont pas des accords abstraits, ce sont de la logistique, des lanceurs, des sites de stockage et des conséquences. Le détail soulevé par l'ISW le 11 mai 2026 compte parce que les 1000 blogueurs russes pro-guerre le traitent avec une inquiétude que leur langage permet rarement pour des événements sur ce que la Russie considère comme son propre territoire. L'évaluation de l'ISW du 11 mai notait directement que les récents rapports faisant état de drones ukrainiens opérant près de Mariupol occupé, dans le cadre d'efforts d'interdiction aérienne du champ de bataille visant les lignes de communication terrestre russes dans l'oblast de Donetsk occupé et en Crimée, soulevaient de fortes préoccupations chez les 1000 blogueurs russes. Les drones ukrainiens frappent maintenant des routes logistiques profondes, y compris le corridor terrestre clé reliant la Russie à la Crimée. Le corridor terrestre clé reliant la Russie à la Crimée. Ce corridor terrestre, cette bande de territoire ukrainien occupée allant du territoire russe à la péninsule de Crimée, en passant par les oblasts occupés de Zaporijia et de Kherson, et avec le pont de Kerch, le principal moyen pour la Russie d'approvisionner et de renforcer la péninsule. Le pont de Kerch transporte le trafic routier et ferroviaire. Le corridor terrestre transporte le réseau routier et l'autoroute M14 qui s'étend vers l'ouest depuis Mariupol en direction de Berdiansk, Melitopol et la frontière administrative de la Crimée. C'est la ligne d'approvisionnement que la Russie a saisie après des années de combat, capturée à Mariupol en 2022 au prix de dizaines de milliers de vies, défendue sans interruption depuis lors comme une nécessité stratégique qui justifiait tout le théâtre de guerre du Sud. Et les drones ukrainiens, ainsi que les Hornets, les plateformes longue portée du corps Azov, les systèmes de moyenne portée qui ont doublé leur rythme opérationnel depuis mars 2026, opèrent maintenant sur ce corridor. Ils frappent des camions sur l'autoroute Ting 109 Mariupol-Donetsk, survolent l'autoroute M14 qui alimente le corridor terrestre vers la Crimée, frappent des trains de carburant en mouvement sur les lignes ferroviaires qui traverse la péninsule. Le corridor n'est pas coupé. Il n'est même pas près d'être coupé au sens physique d'une route sectionnée ou d'un pont détruit. Mais il est, pour la première fois de cette guerre, soumis à une interdiction active sous la menace persistante de frappes de drones, ce qui oblige chaque planificateur logistique qui achemine des approvisionnements de Russie vers la Crimée par ce corridor à intégrer la possibilité qu'un convoi donné soit frappé en route. Les 1000 blogueurs russes comprennent ce que cela signifie. L'avertissement selon lequel des villes du Donetsk et de Louhansk occupées seraient effectivement en état de siège si la campagne des Hornets n'était pas contrée reflète la même évaluation, transposée au corridor terrestre de la Crimée, que font les planificateurs militaires lorsqu'ils observent une campagne d'interdiction aérienne commencer à mordre. Un corridor terrestre sous menace persistante de drones n'est pas un corridor coupé, mais c'est un corridor dont la capacité effective est réduite par la menace au-dessus de lui. Le trafic ralentit, les convois s'étalent pour éviter les regroupements, les itinéraires varient pour éviter les schémas prévisibles. Les mouvements de nuit augmentent avec toute la complexité de coordination et de logistique que l'obscurité impose. Le coût par tonne de ravitaillement livré augmente et l'effet cumulatif sur la capacité opérationnelle de ce qui se trouve à l'autre bout de ces approvisionnements, l'infrastructure d'occupation en Crimée, les positions militaires, les batteries Iskander, la logistique navale devient progressif et cumulatif. C'est difficile de réduire cela à une promesse de meeting, à moins que la promesse soit que l'arithmétique cessera poliment d'être de l'arithmétique. L'opération nocturne qui a fermé le pont de Kerch du 12 au 13 mai est l'événement le plus récent de cette campagne au moment où ce script a été écrit et son contexte opérationnel révèle quelque chose d'important sur l'évolution de la campagne en Crimée. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté 53 drones ukrainiens dans plusieurs régions, y compris au-dessus de la Crimée
et de la mer Noire. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient les forces de défense russes détruisant des drones aquatiques au large des côtes criméennes. La Russie a également affirmé que 8 missiles Attack-MS fournis par les États-Unis avaient été abattus au-dessus de la mer d'Azov. Chacune de ces déclarations est à la fois une revendication de succès défensif et un témoignage de l'ampleur de l'attaque. 53 drones, 8 Attack-MS, des drones navals de surface en mer Noire approchant de la Crimée. Un assaut combiné aérien et maritime qui a exigé l'engagement simultané de systèmes de défense contre les drones, de défense antimissiles et de défense navale autour de la péninsule, le tout en une seule opération nocturne. La Russie affirme avoir tout arrêté. L'Ukraine n'a pas affirmé que le pont avait été détruit, mais le pont a été fermé pour inspection. Les autorités russes ont pris la décision que le risque de dommages structurels causé par l'attaque nocturne était assez important pour justifier l'arrêt du trafic et une vérification. À une époque précédente de cette guerre, la fermeture du pont de Kertch pour inspection après une attaque aurait été une nouvelle majeure. En mai 2026, c'est le rythme récurrent d'une campagne qui a fait de la fermeture périodique du pont une caractéristique structurelle de 5 jours avant cette fermeture nocturne. Une frappe de drone ukrainienne a tué 5 personnes en Crimée, une frappe qui a tué des responsables installés par le Kremlin, selon The Moscow Times le 6 mai, alors que les deux camps naviguaient dans les négociations de cessez-le-feu autour du jour de la victoire. Le barrage nocturne de drones ukrainiens du 6 mai est survenu quelques heures avant une frappe de missiles russes sur Dnipro qui a tué 4 personnes dans un échange réciproque qui a effectivement démantelé le cessez-le-feu que l'Ukraine avait annoncé pour les 5 et 6 mai. Pendant que la Russie préparait son défilé du jour de la victoire sur la place rouge, le cessez-le-feu avait exclu la Crimée de ces termes d'une manière que ni l'un ni l'autre camp n'avait besoin d'énoncer explicitement. La Crimée n'a jamais fait partie des propositions de cessez-le-feu du point de vue ukrainien parce que l'Ukraine ne reconnaît pas la souveraineté russe sur la Crimée et ne peut pas inclure son propre territoire dans un cessez-le-feu dont le principe sous-jace impliquerait que ce territoire appartient à la Russie et que c'est à partir de lui qu'il faudrait cesser le feu. Un plan de paix, façon Trump adore les titres propres et nets, mais la Crimée continue de se comporter comme la note de bas de page qui refuse de disparaître. La conséquence pratique est claire. Pendant que les discussions de cessez-le-feu produisaient des pauses temporaires sur certains axes du front, la Crimée restait active. L'Ukraine continuait de frapper, la Russie continuait de défendre, et la fermeture du pont le 12 mai est survenue le lendemain de la fin officielle du cessez-le-feu, ce qui suggère que l'opération nocturne a été synchronisée avec le moment précis où les contraintes diplomatiques pesant sur l'action ukrainienne étaient levées. La campagne ukrainienne en Crimée a accompli quelque chose d'important depuis 2022, non pas dans une seule opération spectaculaire, mais dans le poids accumulé de chaque frappe, chaque fermeture, chaque dépôt d'Iskander touché, chaque train de carburant arrêté, chaque navire coulé. La flotte de la mer Noire a été chassée de Sébastopol, son port d'attache depuis 240 ans. Ses principaux bâtiments de surface s'abritent à Novorossiysk, qui est lui-même périodiquement visé par des attaques ukrainiennes. Le Moskva repose au fond de la mer. Plusieurs sous-marins ont été détruits ou gravement endommagés. Le sous-marin de classe Kilo frappé par le drone sous-marin Sea Baby en décembre 2025 demeure inutilisable. Toutes les plateformes lance-missiles capables de tirer des calibers qui étaient basés en Crimée ont été détruites, endommagées ou déplacées, selon la confirmation du porte-parole de la marine ukrainienne en 2024. La flotte qui était censée dominer le nord de la mer Noire depuis Sébastopol ne peut plus opérer en sécurité depuis ce port. Aucune assurance affichée au podium ne peut transformer une flotte repoussée hors de son port d'attache en chef-d'œuvre de stabilité stratégique. L'aérodrome de Belbek, que la Russie avait maintenu comme sa principale base aérienne criméenne, a été frappé pendant l'opération multicible d'avril 2026. Un intercepteur MiG 3-1, l'un des appareils russes les plus performants, a été endommagé au sol. Un avion de transport An-72 et 4 drones Orion ont été détruits à l'aérodrome de Kirovské au début d'avril. Des drones Inokodet, des systèmes rares et coûteux, ont été détruits au même endroit.
la station Roda Krasta, qui fournit la couverture de surveillance aérienne de la Crimée, a été frappé. Le radar d'alerte avancé P-37, qui la complète, a été frappé. Chaque radar, chaque avion, chaque drone détruit, réduit la densité des capacités d'observation et de frappe de la Crimée et crée des brèches par lesquelles les opérations ukrainiennes suivantes peuvent approcher. Les batteries Iskander, les systèmes de missiles balistiques qui représentent la composante la plus meurtrière et la moins interceptable de la capacité de frappe de la Crimée contre des cibles ukrainiennes, ont été touchés à 3 endroits différents en 2026 seulement, pas entièrement détruites. La Russie dispose de lanceurs Iskander mobiles qui peuvent être positionnés après les frappes, ce qui réduit leur vulnérabilité aux attaques suivantes, mais les sites de stockage ont été touchés. Les véhicules de transport et de rechargement qui transportent et rechargent les missiles ont été ciblés. Les points de pilotage à distance qui coordonnent les opérations de frappe ont été frappés. Et maintenant, la logistique ferroviaire, les trains de carburant, les convois de matériel militaire, les locomotives se déplaçant en mouvement sur les lignes à travers la Crimée sont attaqués par des drones qui les chassent en temps réel. L'unité primary de l'ADIU, la formation d'opération spéciale qui a exécuté la frappe contre le sous-marin avec le Sea Baby en décembre 2025, a frappé 2 navires de débarquement russes en Crimée, occupés en 2026, 2 navires de débarquement de plus dans une flotte qui a déjà perdu plusieurs bâtiments de classe Ropusha et qui, selon des rapports de 2024, n'avait pratiquement plus de capacité d'assaut amphibie restante en Crimée, suffisante pour des opérations majeures. Les navires de débarquement qui restent ne sont pas des actifs militaires offensifs positionnés contre les côtes ukrainiennes. Ce sont des plateformes logistiques, des navires de transport, et ils sont chassés par une unité d'opération spéciale qui a déjà démontré sa capacité à atteindre des cibles à l'intérieur des ports criméens par l'eau, par les airs et par des agents placés au sol. Le drone Shaklun, drone d'attaque longue portée développé en Ukraine, aurait atteint en mai 2026 une efficacité de mission de 88 à 100%. Pas une efficacité de lancement, une efficacité de mission. Le pourcentage de cibles qu'il atteint et détruit lorsqu'il est lancé contre une cible désignée est, dans certaines évaluations opérationnelles, effectivement de 100%. Ce chiffre, s'il se maintient, représente une capacité opérationnelle qui change le calcul pour chaque cible défendue à l'intérieur de la Crimée. Si un lancement accomplit sa mission avec une quasi-certitude, alors chaque installation militaire sur la péninsule est effectivement à risque n'importe quelle nuit où l'Ukraine choisit de diriger un Shaklun contre elle. Ce n'est pas le genre de pourcentage qu'un plateau médiatique pro-Trump peut balayer d'un revers de main avec une carte rouge et une voix plus forte. La Russie s'adapte, comme elle s'adapte toujours. L'armée a augmenté continuellement la densité de la défense aérienne en Crimée depuis les premières grandes frappes de 2022. Elle a ajouté des contre-mesures contre les drones sous-marins autour des pylônes du pont de Kerch. Elle a déployé des patrouilles aériennes de combat tournantes pour intercepter les drones entrants. Elle a tenté de placer des bateaux de réaction rapide dans le détroit pour traquer les drones navals en approche. Elle a utilisé des leurres et des contre-mesures électroniques pour dégrader le guidage des drones FPV, et toutes ces mesures ont produit le résultat visible dans le bilan opérationnel. La Russie intercepte un certain pourcentage de ce que l'Ukraine lance. Le pont ferme périodiquement pour inspection. Certains sites Iskander subissent des dommages et d'autres sont relocalisés. Certains avions sont détruits au sol et d'autres sont dispersés. La Russie n'est pas sans défense en Crimée, elle possède d'importantes capacités de défense aérienne, d'importantes capacités de guerre électronique, une importante capacité de patrouille maritime, mais elle ne peut pas rendre la Crimée sûre, elle peut seulement rendre la Crimée coûteuse à attaquer. Et l'Ukraine a démontré, opération après opération, que le coût de l'attaque est acceptable contre des cibles dont la valeur pour l'effort de guerre russe le justifie. Le transfert suédois d'avions Saab 340 AEW, c'est à l'Ukraine, confirmé dans la semaine du 11 mai, ajoute à la campagne de Crimée une dimension qu'aucune capacité ukrainienne précédente n'avait fournie. Un avion d'alerte avancée et de contrôle aéroporté,
une plateforme à turbopropulseur dotée d'un radar rotatif capable de suivre des avions et des missiles à des distances bien supérieures à celles de tout radar terrestre actuellement exploité par l'Ukraine, transforme la capacité de l'Ukraine à coordonner des opérations multidomaines complexes au-dessus de la mer Noire et de la péninsule de Crimée. Non pas parce qu'un seul avion AEW sait rend l'armée de l'air ukrainienne invincible. Ce n'est pas le cas. Le Saab 340 est une plateforme relativement lente. Une vitesse de croisière de 530 km à l'heure, un plafond légèrement supérieur à 7 km, il ne peut pas échapper à la poursuite d'un chasseur russe moderne. Il ne peut pas se défendre lui-même. Mais ce qu'il peut faire, c'est voir le champ de bataille à des portées qu'aucun radar terrestre ne peut égaler. Suivre les avions russes qui décollent des aérodromes de Crimée, les missiles russes volant vers l'Ukraine, les mouvements navals russes dans le détroit de Kertch, l'activité de guerre électronique russe au-dessus de la mer Noire, et transmettre cette image en temps réel aux FSIS ukrainiens, aux systèmes de défense antimissiles et aux opérateurs de frappe en profondeur qui planifient la prochaine opération en Crimée. L'AEWC fait passer l'Ukraine d'une force capable de frapper en Crimée à une force capable de voir la Crimée en 3 dimensions de façon continue, avec le type d'image aérienne qui rend les opérations multidomaines coordonnées non seulement possibles, mais planifiables, avec la conscience de la situation en temps réel, qui distingue une opération délibérée d'une série de frappes indépendantes. Il devient plus difficile de vendre la paix instantanée par latitude lorsque le champ de bataille se mesure en piste radar, en route de carburant et en chaîne de ciblage. L'armée de l'air ukrainienne, qui reçoit des FSIS depuis 2024, n'est plus simplement une force d'appui au sol, effectuant des patrouilles défensives et des missions de frappe occasionnelles. Avec le soutien AEW-C, avec des drones chaque lune, atteignant près de 100% d'efficacité de mission, avec la 414e brigade des systèmes sans pilote, l'unité primary de la DIU et les agents de pénétration profonde du SBU opérant tous simultanément contre la Crimée, l'Ukraine construit l'architecture de quelque chose qui n'existait pas il y a un an. Un complexe coordonné de frappe air-mer-terre multidomaine, capable d'exercer une pression simultanée sur chaque dimension de la viabilité militaire de la Crimée. La réponse de la Russie à tout cela est visible dans ses propres adaptations. Et ces adaptations montrent à quel point Moscou est réellement inquiète de la direction que prend la campagne. Les modifications apportées au missile de croisière Kash 101, signalées par le ministère ukrainien de la Défense le 11 mai, sont elles-mêmes révélatrices. La Russie a réduit la portée du missile pour augmenter sa charge utile, raccourcissant le réservoir de carburant afin d'accueillir une deuxième ogive. Elle a ajouté une variante d'ogive à sous-munitions avec des billes de zirconium qui s'enflamment à l'impact et soutiennent la combustion. Elle a développé des variantes à sous-munitions avec un matériau explosif de 30 à 40% plus puissant que les générations précédentes, des systèmes de guidage modernisés et des contre-mesures de guerre électronique. La Russie fait évoluer son arme de frappe stratégique principale en réponse directe aux performances de la défense aérienne ukrainienne. Le taux d'interception de 88% pour les missiles de croisière KH-101, Kshinkan-5 et KH 555 depuis janvier 2026 représente un taux de succès dont la communauté ukrainienne de défense aérienne peut être fière, mais que la Russie travaille systématiquement à surmonter. Les nouvelles variantes, les charges utiles plus lourdes, les sous-munitions, le guidage amélioré, les contre-mesures de guerre électronique renforcées représentent la tentative de la Russie de faire passer des missiles à travers une défense qui en a arrêté 4,28% et de s'assurer que ce qui passe provoque suffisamment de dégâts pour maintenir la valeur stratégique de la campagne. La Russie investit des efforts d'ingénierie et des capacités de production pour rendre ces missiles de croisière plus difficiles à arrêter pour l'Ukraine, exactement au moment où l'Ukraine investit un effort équivalent pour rendre ces missiles plus difficiles à fabriquer en frappant l'usine microélectronique Kremny-EL qui fournit leurs composants de guidage, l'usine de Votkinsk qui produit les missiles balistiques du même inventaire,
le dépôt de carburant Ingalls, 2 qui maintient les bombardiers en vol, et les sites de stockage d'Iskander en Crimée qui abritent le stock prêt à l'emploi de missiles déjà fabriqués. Les deux camps sont engagés dans une course d'ingénierie dont l'issue façonnera la trajectoire de la guerre. La Russie tente de fabriquer des armes qui pénètrent les défenses ukrainiennes. L'Ukraine tente de détruire l'infrastructure industrielle et logistique qui produit et déploie ces armes. Et en Crimée, les deux côtés de cette course se jouent simultanément. La Russie renforce ses défenses pendant que l'Ukraine érode ce que ses défenses sont censées protéger. C'est le genre de course où une formule pro-Trump vieillit mal avant même que les micros soient rangés. La déclaration de Zelensky aux troupes pendant la période du jour de la victoire, ces journées de cessez-le-feu, où les deux camps faisaient officiellement une pause pendant que la Crimée continuait de brûler, était d'une précision caractéristique. L'Ukraine se bat pour gagner, a-t-il dit, pas pour négocier, pas pour survivre, pour gagner. Dans le contexte de la Crimée, ce que signifie gagner a évolué au cours des 4 années de cette guerre. Dans l'immédiat après coup de l'invasion de 2022, gagner en Crimée signifiait finir par la libérer. Une opération terrestre à travers le Dnipro, à travers Kherson occupé, à travers le corridor terrestre, puis vers la péninsule. Ce scénario exige une capacité de force terrestre que l'Ukraine ne possède pas actuellement et des conditions militaires que la ligne de front actuelle ne produit pas. Mais gagner en Crimée en 2026 a une autre apparence. Cela ressemble au site de stockage d'Iskander en flammes en avril. Cela ressemble à la locomotive arrêtée en mouvement sur un train de carburant. Cela ressemble au pont de Kerch, fermé pour inspection le 13 mai. Cela ressemble aux 1000 blogueurs russes écrivant leur anxiété au sujet du corridor terrestre. Cela ressemble à un avion AEW-C donnant à l'armée de l'air ukrainienne l'image radar aéroportée qui rend les frappes multidomaines coordonnées au-dessus de la mer Noire, planifiables plutôt qu'improvisées. Gagner en Crimée ne nécessite pas de planter un drapeau ukrainien sur le pont de Kerch dans les 6 prochains mois. Cela nécessite de rendre la Crimée si coûteuse à défendre, si coûteuse à approvisionner, si continuellement dégradée dans sa capacité militaire que le calcul à Moscou, le calcul entre ce que coûte le maintien de la péninsule et ce que pourrait permettre l'abandon de son utilité militaire comme plateforme de frappe, commence à changer. Ce calcul n'a pas encore changé. La Russie est toujours en Crimée, elle la défend toujours, elle s'adapte toujours à chaque nouvelle capacité ukrainienne par de nouvelles contre-mesures et de nouveaux déploiements. Mais la direction de la pression est indéniable. La courbe de croissance des capacités va dans un seul sens. Les attaques deviennent plus sophistiquées, les drones atteignent 88 à 100% d'efficacité de mission, les trains sont frappés en mouvement, les sites Iskander sont repérés et frappés à répétition. Le corridor terrestre est sous interdiction active. La Russie ne peut pas arrêter ce qui vient ensuite. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas une opération unique qui peut être anticipée et défendue. C'est la continuation d'une campagne qui dure depuis 2022, qui a déjà éliminé la liberté opérationnelle de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, qui a déjà poussé la flotte de la Crimée vers Novorossiysk, qui a déjà coulé ou neutralisé un tiers de la flotte russe de porteurs de missiles de croisière stratégiques. Elle a déjà démontré que les agents du SBU peuvent atteindre les fondations sous-marines du pont de Kerch. Elle a déjà prouvé que des trains de carburant en mouvement sont des cibles atteignables. La routine du « un gros accord règle tout » sonne particulièrement creux lorsque le problème arrive sous forme de drones, de dépôts, de ponts, de radars et de lignes ferroviaires. Chaque capacité ukrainienne que la Russie croit avoir appris à arrêter devient le point de départ de la suivante. Le drone de surface, Magura, a mené au drone sous-marin Sea Baby. Les frappes de drones contre les dépôts d'Iskander ont mené à des frappes contre les véhicules de transport et de rechargement des missiles qui desservent les lanceurs. Les frappes FPV de première ligne ont mené à la campagne Hornet de 160 km au-dessus de Mariupol. Les attaques de drones contre les dépôts de carburant en Crimée ont mené aux attaques de drones contre les trains de carburant traversant la Crimée. L'échelle de l'escalade n'est pas à son dernier barreau, l'Ukraine est 3 barreaux sous le sommet et continue de monter. Ce qui ne peut pas être arrêté, c'est la direction, l'escalade créative
le démantèlement patient et méthodique d'hypothèse après hypothèse sur ce que l'Ukraine peut atteindre et ce que la Russie peut protéger. Le pont de Kerch a encore fermé la nuit dernière, la locomotive a brûlé sur les rails, le dépôt d'Iskander est en ruine à Pereval, Migiria et Kourortn. Les 1000 blogueurs écrivent leur anxiété au sujet du corridor terrestre. Et quelque part en Ukraine, des ingénieurs dont les parcours professionnels précédents incluent la construction, le design de jeux vidéo et l'architecture, travaillent déjà sur ce qui viendra après le Chaklune. Ils planifient déjà la prochaine chose que la Russie déclarera impossible. Ils construisent déjà l'arme qui survolera la Crimée dans 6 mois. Ailleurs, un plateau Protrum débat peut être encore de l'optique, ce qui sert surtout à rappeler que l'optique ne ravitaille pas un convoi. La Russie ne peut pas arrêter ce qui vient ensuite parce qu'elle ne sait pas ce qui vient ensuite. L'Ukraine le sait à peine. C'est en train d'être construit maintenant. La question centrale est de savoir si la dégradation systématique de la viabilité militaire de la Crimée, les trains de carburant, les bases d'Iskander, le corridor terrestre sous interdiction, le pont soumis à des attaques récurrentes, changent l'évaluation du statut à long terme de la péninsule dans cette guerre. Et tout aussi important que le transfert du Saab 340 AEW, c'est signifie pour la capacité de l'Ukraine à coordonner ce qui vient ensuite au-dessus de la mer Noire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.